ton enfance à Cancan et qu'est-ce que c'était que cette ville de Cancan à l'époque? Mais Cancan était une ville de culture, parce qu'il y avait déjà le cheikh de Fatima Ali Chérif, qui était quand même un érudit de l'islam. Et Cancan, il y avait un camp militaire qui existe toujours, qui avait énormément de militaires, parce qu'on est vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et Cancan, même dans les années 1900, Cancan était quand même une ville très, très reconnue. En Afrique occidentale, les gens venaient de partout pour rencontrer le chef. Et Cancan est situé à 800 km de Conakry, la capitale, au bord de mer. Et Cancan est au bord du fleuve Nilo. Le fleuve Nilo est un affluent du Niger. Donc, c'est une ville carrefour entre donc, le Mali, l'ancien Soudan français, la Côte d'Ivoire et aussi la Sierra Leone et le Libéria. Cancan était vraiment une ville carrefour et c'était aussi la fin du chemin de fer qui quittait Conakry jusqu'à Cancan. Alors, toutes les marchandises manufacturées venaient donc de Conakry jusqu'à Cancan et on déposait les marchandises, tissus, ustensiles, tout ça était déposé à Cancan. Et en retour, Cancan envoyait vers Conakry et tout son parcours. Euh, Cancan est une ville agricole, donc il y avait des fruits, et beaucoup de choses qu'on envoyait aussi et à Conakry et aussi vers le Mali, parce que c'est une ville carrefour. Et aussi, il y avait quand même une garnison, un camp militaire qui était quand même très, très fréquenté. Il y avait beaucoup de militaires. Et moi, j'ai grandi donc dans cette ville de Cancan qui grouillait de monde parce qu'il y avait énormément de gens qui venaient de partout. Et il y avait deux quartiers, même trois. Il y avait le quartier administratif. C'était le quartier des Blancs. Il y avait des belles maisons blanches, il y avait beaucoup de gens. Et mon quartier à moi, qui commençait donc euh, par le quartier Banankoroda jusqu'à Salamanida, c'était le quartier indigène. Et nous, on a vécu dans ce quartier-là. Et bon, l'école était dans le quartier des Blancs. Donc, j'ai vécu, Cancan était une ville formidable. Et tout était propre, les rues. Et on a vécu dans ça. Et mon enfance aussi s'est déroulée dans ce quartier de Banankoroda. Mon père, malgré qu'il était un marabout, finalement, il vivait avec le cheikh de Fandana Chérif, il avait aussi son champ. Nous, on a passé notre vie entre le champ et la ville. Et j'allais à l'école coranique. J'étais encore bien plus jeune. Et on avait un maître qui était quand même très, très, très sévère. Et c'était un maître qui frappait, et je crois qu'il pouvait tuer. Et les parents à cette époque pensaient qu'il valait mieux envoyer son enfant qui savait dresser les enfants. Euh, pour moi, c'était la mauvaise éducation, mais on n'avait pas de choix. Hein. Il habitait à 300 mètres de chez nous. Alors mon père, qui était quand même un marabout, dit, bon, je vais envoyer mes enfants, c'était notre maître, c'est pour avoir l'humilité. Et ce marabout, tous les, toutes les fêtes, il nous envoyait chercher du bois mort pour faire la cuisine pour ses femmes, pour des veillées aussi le soir. Et moi, j'avais une maladie, une défaite. Je ne pouvais pas marcher. J'avais du mal, mon pied était enflé. Mais je suis allé quand même parce qu'il y avait tout le monde. Mon frère qui vit ici à Paris, là, euh, on est partis ensemble et on a été chercher du bois mort. Mais comme il fallait aller très loin quand même dans la brousse pour trouver ça, et moi j'ai pris un tronc. Il n'était pas trop petit, mais il n'était pas non plus très grand parce que j'avais du mal à marcher. Et quand on est arrivé le soir, parce qu'on est arrivé le soir, et le maître, il était entouré de ses élèves et de ses femmes et tout le monde. Bon, chacun déposait son bois mort. Et moi, quand je suis arrivé, il a regardé mon bois mort et dit non, 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 je ne veux pas, c'est pas assez. J'ai dit il ne faut pas voir le bois mort, il faut voir l'effort que moi j'ai fourni pour amener tout ça, parce que je suis malade.
Il dit, je ne veux pas le savoir, je n'en veux pas. C'était l'humiliation suprême pour moi, la colère. Et je vais voir mon père, qui dit, bon, mon père avait au moins une cinquantaine d'élèves de talibés à la maison. Chez nous, il y avait beaucoup de monde. Et j'ai dit à mon père, bon, voilà ce qui s'est passé. Mon père envoie un de ses talibés chercher un gros tronc d'arbre qu'il a donné au maître. Là, il était content parce que il y avait, bon, le temps passe. Une autre fois, il nous envoie chercher de la paille pour recouvrir les cases. Alors là, moi, j'étais guéri. Je crois que je voulais aussi avoir une revanche. Et on est parti chercher de la paille. J'ai pris une botte de paille. J'avais du mal à marcher, mais on arrive le soir toujours. Chacun dépose sa botte de paille. Moi, je viens, je me plante devant lui. Il me dit, ah, mais ça va, cette fois-ci, tu as compris, tu as amené ce qu'il fallait. Je le regarde droit dans les yeux, et avec beaucoup de monde, je dis, cette paille va servir à boucher les trous des cases de mon père, mais pas pour toi. J'ai fait demi-tour, je repars avec ma botte de paille. Évidemment, j'arrive à la maison, mon père ne comprenait rien, il dit, mais c'est quoi cette paille-là, tout ça. Je lui raconte l'histoire. Mon père, il irait doucement parce qu'il ne voulait pas non plus me dire que j'avais raison. Et il n'a rien dit. J'ai déposé ma paille, ma botte de paille à la maison. Et le lendemain, je suis retourné à l'école. La suprême insulte de ma part, j'ai osé, mais seulement, il ne voulait pas faire un exemple de moi. Il a dit à cet arrivé, la mère a dit, ne lui dites rien, mais il ne faut pas lui donner de cours. Il ne faut pas lui apprendre. Je venais et je repartais avec mon frère. On ne s'occupait pas de moi. Que, voilà, c'est piquant. C'est comme si je n'existais plus dans son cours et tout ça. Et mes copains, tout le monde en fait disait que j'étais le soupeau du diable parce que j'ai fait ça au maître, donc je vais aller en enfer. Évidemment, à force, mon père a dit, bon, ben écoutez, je vais vous changer d'école. Et il nous a envoyés chez un maître qui était le fils de Cheikh Pantamadi Chérif, que mon père lui-même a élevé. Donc, on nous a placés chez cet homme-là, un saint aussi, qui nous a beaucoup appris le Coran, avec humilité, sans cravache ni rien. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre le Coran avec mon frère, et nous étions trois frères d'ailleurs. Et on a appris. Et après, bon, mon père disait, il n'est pas question d'envoyer mes enfants à l'école française. Évidemment, l'école coranique, on y allait. Moi, je n'étais pas destiné à être marabout, ni mon frère. Mais on n'avait pas de choix. Là, un jour, il y a un instituteur, M. Biavogi, qui était sorti de l'école des administrateurs de Dakar, à Ponty. Il a été affecté à Cancan. Et il fallait le parrainer, parce que tous les administrateurs qui venaient à Cancan, il fallait les parrainer pour qu'ils soient acceptés dans la grande société, sinon ils étaient mis à part. Et lui, il était de Comia, et on a dit, bon, ben, il faut aller trouver Ansoumane Doucouré, nom de mon père. C'est lui qui peut t'introduire dans la haute société cancanaise, surtout du côté de Chérifoula, c'est Fantamadi Chérif. Il est venu voir mon père, et il a demandé à ce que mon père le parraine pour qu'il soit présenté à la haute société cancanaise. Mon père il a posé quelques questions, ils se sont mis d'accord, et mon père l'a amené, et c'est ainsi que M. Berweki a été reconnu, accepté dans la haute société cancanaise, parce qu'il enseignait aux enfants des Cancanais, il fallait qu'ils soient introduits. Et donc, mon père recevait énormément de courriers d'anciens combattants ou de soldats qui étaient basés en France à cette époque. Et il y avait beaucoup de courriers. Et mon père, ne sachant pas lire le français, a demandé à M. Berweki s'il pouvait lui lire ses courriers, tout ça.
qu'il a accepté de faire. Et puis de répondre aussi, parce qu'il fallait répondre à tous ces courriers. Et c'est ce que M. Bergui faisait. Et M. Bergui nous a vus et avait quand même remarqué qu'il y avait une certaine intelligence chez nous, les enfants, surtout moi en premier, parce que j'étais un peu le plus âgé des garçons, parce que les filles n'étaient pas question de les amener à l'école à cette époque-là. Et M. Bergui a dit à mon père, mais pourquoi tous ces enfants-là, les garçons, pourquoi tu ne les envoies pas à l'école? Mon père lui dit, ah non, 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 il n'est pas question, je les envoie à l'école française. Non, parce que ça ne va pas. M. Bergui n'a pas voulu entrer dans la polémique, n'a rien dit. Et il a continué à écrire, à lire les lettres de mon père. Et un jour, mon père lui dit, bon, tu peux, voilà, j'ai des lettres là à lire et faire la réponse. M. Bergui lui dit, non. Mon père n'était pas habitué à ce que M. Bergui refuse un service qu'il lui a demandé. Mon père dit, mais pourquoi? M. Bergui lui dit, tu sais, moi, je suis employé des Blancs. J'ai des élèves que je dois enseigner. Et si je passe tout mon temps à écrire des lettres pour toi, à lire des lettres, et les Blancs, ils vont me mettre à la porte de mon travail. Et je ne peux pas. Et, alors donc, c'est difficile que je prépare les cours de mes élèves, que voilà, c'est beaucoup de travail pour moi et je ne peux pas assumer tout ça. Voilà. Il dit, par contre, je vois un de tes enfants là, un peu plus, voilà, je crois que tu vas voir dans les 8 ans, 9 ans. Il dit, mais si on l'envoyait à l'école, et comme ça, lui, il pourra apprendre le français, il pourra lire et écrire des lettres. Mon père réfléchit, il dit, ah bon, mais il n'ira pas plus loin. Quand il sera lire et écrire, M. Bergui lui dit, ah oui, 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 je m'occupe de lui. Dès qu'il sera lire et écrire, on l'enlève de l'école et il viendra répondre à tes lettres, tout ça. Mon père dit, oui, d'accord. Et c'est ainsi que j'ai pu aller à l'école française où j'avais une dizaine d'années. Hein. Et mon père a dit, mais ça va durer combien de temps? Mon père lui dit, oh, ben, M. Bergui lui dit, ben, c'est bon, il faut compter dans les 5 ans. Quoi. C'est beaucoup, 5 ans. Oui, oui, mais dès qu'il aura le CEP, cours élémentaire, machin là, et il pourra venir chez toi faire ce travail d'insertion. Et mon père dit, alors, mais est-ce qu'il pourrait être intelligent pour... Je peux lui dire, ah oui, 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 il peut être intelligent, mais il peut faire des fautes aussi. Hein. Donc, chaque fois que le courrier, mes devoirs, Bergui notait tout ça, et bon, quand il corrigeait, les fautes, il les corrigeait en rouge. Et les autres, le temps passe, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mon père dit à M. Bergui, mais alors, comment ça se passe? M. Bergui, c'est qu'il a un peu de mal à suivre, hein, mais compte sur moi, ça va aller. Je crois que j'étais un CE2 et mon père dit, bon, ça suffit maintenant. Ça fait 4 ans qu'il est là, on va le sortir. M. Bergui dit, mais c'est qu'il est, il est un peu bête, hein, il n'arrive pas à suivre. Alors mon père dit, bon, il prend le cahier. Alors, mon père avait remarqué qu'au fur et à mesure que la collection rouge disparaissait de mes devoirs, alors, il appelle M. Bergui, il dit, vous me prenez pour un imbécile tous les deux. M. Bergui dit, non, pourquoi? Lui-même, il est intelligent, il a compris. Il peut écrire mes lettres maintenant. M. Bergui, il faut attendre un peu. Bon, mon père dit, mais moi j'ai compris que vous me menez en bateau tous les deux parce que les corrections rouges là disparaissent de ses devoirs. Ça veut dire qu'il le fait bien. Je dis, bon, allez-y quand même. Et c'est ainsi que j'ai pu continuer. Et mon frère, bon, mon jeune frère là, il est jeune d'un an, est venu aussi à l'école et on a continué à faire des études. On a eu le CEP, et ainsi de suite. Et mon père a dit, bon, voilà,
vous n'allez plus vous occuper de moi, occupez-vous de vous-même. Et c'est ainsi que là et moi avons fait des études jusqu'à... Voilà. Et je me souviens que vous parlez de cinéma. J'étais en France, j'ai fait un film qui s'appelle Bakou, l'autre rive, qui est le voyage que j'ai fait entre la Guinée et la France. Et c'est un film qui a énormément de succès. Et c'est arrivé à Cancan. Je raconterai après parce que c'était quand même une aventure. Et M. Biabodi, qui a vu ce film, et quand je suis venu le voir, il m'a serré la main et il a pleuré. Et je dis, mais pourquoi vous pleurez? Il m'a dit, toi, tu m'as honoré. Je me suis porté garant de toi devant ton père. Et aujourd'hui, tu es fêté par tout le monde pour le film que tu as fait. Je te remercie de m'avoir permis de te féliciter aujourd'hui. Ça, j'étais tellement ému, j'ai eu des larmes. Et pour moi, c'était l'ultime récompense parce que cet homme m'a vraiment ouvert à la culture, à l'éducation, et il m'a donné la lumière. Et puis, il me remercie lui aussi. Ça a été un moment fantastique pour moi.